Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, j'imagine la difficulté qui est la mienne d'intervenir après deux orateurs de talent et de ne pas avoir toujours la même musique que la majorité de cette Assemblée, mais je m'en tiendrai à mon rôle avec un peu d'humilité et avec un peu de courage aussi. La France qui critique, la France qui dénigre, ce n'est pas celle qui prend son destin en main. La France qui débat, c'est la République qui avance. Jamais les Français ne se sont aussi pris à discuter, à argumenter, à échanger, à débattre, à se rassembler autour du bien commun. Oui, mes chers collègues, les citoyens français font honneur à notre pays lorsqu'ils se saisissent de leur avenir. En apportant leur pierre à l'édifice de notre idéal républicain, ils ont prouvé à tous leur volonté de ne pas baisser les bras. Non, les Français, ce n'est pas une surprise. Ils sont coutumiers du fait. Ils ne se dérapent pas devant l'histoire. Ils n'évitent pas le débat. Partout ils se rencontrent, partout ils s'en emparent. Le grand débat, n'en déplaise à certains, a été utile. Il a été fécond. Il a donné les moyens aux Français de s'exprimer sur la situation du pays, sur les grands enjeux de notre avenir, comme sur les difficultés du quotidien. Le grand débat, c'est un succès de participation, vous l'avez rappelé, c'est aussi un succès de proposition. Les Français se sont exprimés en toute liberté, ils se sont largement mobilisés. Nombreux sont ceux qui doutaient de l'utilité et de l'appétence des Français pour cet exercice. Puisque maintenant, c'est un succès reconnu, ce sont les mêmes qui doutent de sa portée. Ce sont les mêmes qui parlent aujourd'hui de faux débats, de déballage. Ce sont les mêmes qui n'ont pas été capables par le passé d'entendre et de répondre à ces attentes. Chacun a son analyse, mais moi j'ai fait mon mea culpa, monsieur Souer. Chacun a son analyse de la crise que nous vivons. Certains pensent que le malaise exprimé, que la défiance à l'égard de toute forme de pouvoir, que le procès en illégitimité des dirigeants sont dus à la politique de l'actuel gouvernement. Ils le pensent. Ceux-là font preuve d'une amnésie, d'une hypocrisie, d'une cécité qui laisse bien peu de place à la modestie et au devoir de responsabilité, alors que cette crise vient de loin, chacun le reconnaît. Il y a d'autres comme nous, oui, qui pensent que la France a besoin d'être réparée, qu'elle a besoin de retrouver son dynamisme, qu'elle a de sa capacité d'innovation, qu'elle soit renouvelée, d'un esprit de concorde et d'un espoir nouveau. Cela aussi, nous pensons qu'il y a des Français qui souffrent. Nous entendons leurs attentes, parfois leur désespoir, leur incompréhension. Nous en percevons aussi les injustices. Le gouvernement y a d'ores et déjà répondu, par avance et pour partie. Dois-je rappeler, mes chers collègues, les mesures économiques, sociales, environnementales depuis 2 ans qui ont été prises? Elles sont pour partie, non? J'ai dit qu'elles étaient pour partie. Elles sont pour partie en réponse aux doléances exprimées. Certains feignent de les ignorer aujourd'hui, alors même qu'ils en connaissent l'importance. J'en veux pour preuve, mes chers collègues, le rapport de l'OCDE hier. Que dit-il? Que les mesures et les lois votées par le gouvernement sont porteuses d'avenir, qu'elles auront demain du bénéfice et que ces réformes engagées produiront demain plus de PIB et plus de pouvoir d'achat. Quand l'OCDE le dit, ce n'est pas un simple sénateur qui vous le dit. Quelles sont les principales attentes évoquées à l'occasion de ce grand débat? Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit hier, les Français attendent quoi? De la justice, une plus grande défense de l'intérêt général, de l'efficacité, j'y souscris totalement. Ils souhaitent une juste affectation de l'argent public, une juste contrepartie de leur effort envers la collectivité. Ils comprennent que chacun doit œuvrer dans le sens de l'intérêt général. Et en premier lieu, ceux qui ont un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire nous-mêmes. L'intérêt général n'est pas la somme d'intérêts particuliers, il doit guider l'action de chacun. C'est l'efficacité de l'action publique qui est en jeu, notamment dans la lutte contre les inégalités scolaires, un taux de chômage encore trop élevé, de la désertification médicale, pour prendre quelques exemples. Ce sont les promesses non tenues qui alimentent une rancœur exprimée en grogne permanente, explosant parfois en bouffées de colère. C'est une revendication quotidienne et nous devons y répondre. C'est pourquoi le gouvernement tient à ses engagements. Si nous devons faire davantage, beaucoup a déjà été fait, je l'ai dit. S'il y a une impatience quant à le résultat, chacun sait bien ici que les meilleures réformes, que les meilleures lois n'agissent pas dans l'instant, comme le feraient croire les incantations de quelques magiciens sans scrupules. Pour retrouver la confiance, il faut apporter des réponses aux 3 exigences qui émergent de la consultation. La justice fiscale, la justice sociale, la justice territoriale. La demande de justice fiscale, c'est un sentiment normal face à un système complexe et parfois illisible.
C'est pourquoi le gouvernement et sa majorité se sont engagés à des mesures fortes. La suppression de la taxe d'habitation, qui représente plus de 20 milliards d'euros. La justice fiscale, c'est aussi la taxe GAFA sur les géants du numérique. C'est également la suppression des cotisations sociales salariales d'un montant de 4 milliards d'euros. Pourtant, la classe moyenne nous dit « c'est nous qui payons pour tout le monde ». Elle s'interroge « où va donc l'impôt ?» C'est aussi vers eux que l'action de l'État prendra tout son sens. La France est le pays qui redistribue le plus et les Français ne le ressentent pas. D'où vient cette incompréhension? Il faudra aussi y apporter des réponses. Le gouvernement entend baisser les impôts, il le fait déjà. Pour qui? Pour les entreprises, pour créer de l'emploi. Pour les ménages, pour le pouvoir d'achat. Cessons de penser qu'on peut toujours dépenser plus sans jamais économiser. Oui, monsieur Retailleau, vous avez raison de le dire. Les Français ont aussi exprimé une demande forte de justice sociale. Le gouvernement a lancé le plan pauvreté pour 1 milliard d'euros. Cette exigence se retrouve aussi à travers l'investissement dans l'apprentissage, dans la formation, dans l'insertion. Et ne l'oublions pas, mes chers collègues, lutter contre la pauvreté, c'est d'abord lutter contre le chômage. C'est l'action première que le gouvernement mène depuis 2 ans. Enfin, les Français réclament avec force l'urgence d'une justice territoriale. Nous sommes au Sénat les premiers observateurs de la montée de nouvelles inégalités et d'une fracture rurale-urbaine, source de marginalisation et d'isolement. Là, nous devons aller plus loin, Monsieur le Premier ministre. Une première étape a été franchie avec des dotations de fonctionnement stabilisées, des dotations d'investissement augmentées, des clés données aux administrations pour adapter leur action au territoire. Il faut redéfinir le lien entre les communes et l'intercommunalité et rouvrir intelligemment le chantier de la loi NOTRe. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons entendu l'engagement et la fermeté du gouvernement pour répondre à ces urgences. Nous devons poursuivre les réformes pour que l'action aboutisse. Oui à la baisse des impôts, oui à la proximité des services publics, oui à l'urgence de la santé, mais aussi oui à la baisse de la dépense publique. Oui aussi à une société du travail qui paie et qui paie mieux, c'est l'objectif fondamental. Mais comment interpréter, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, les injonctions contradictoires? Plus de proximité, moins d'élus. Des économies sur la défense et le logement, alors que l'urgence sécuritaire et le besoin de logement, Monsieur le ministre, n'ont jamais été aussi flagrants et primordiaux. Si les Français ressentent que les injustices se creusent, il faut mieux indiquer le sens des mesures qui sont prises pour y remédier. Monsieur le Premier ministre, nous avons perçu votre capacité d'écoute, votre détermination à répondre aux attentes des Français. Dès que le chef de l'État se sera exprimé, nous serons à vos côtés pour mettre ces nouvelles orientations en action. Parce que, en conclusion, mes chers collègues, progresser, ce n'est pas s'entêter, ce n'est pas critiquer. Progresser, c'est écouter, comprendre et agir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.